Ce soir, le thème abordé est le découragement. L'idée est d'explorer le sens du découragement afin de mieux comprendre ce que j'appelle la théorie du bourgeon. Cette théorie évoque la capacité à célébrer et nourrir la vie. En revanche, il est important de souligner que la vie ne dépend pas de nous et nous est donnée. Nous ne prêtons pas toujours suffisamment attention à cette réalité, car nous sommes absorbés par nos projets et actions. Être vivant est à la fois incroyable et parfois pesant. La vie nous appelle, nous engage et nous suscite un sentiment de vertige. Cependant, il arrive que dans des moments particuliers, nous prenions conscience du bonheur d'être en vie, tel que lorsque nous sommes confrontés à la maladie ou au danger. Être en vie est un fardeau, mais cela ne signifie pas qu'il soit négatif. C'est une responsabilité et une aventure. Être libre est aussi angoissant, mais l'angoisse est inhérente à l'existence humaine. Malheureusement, de nos jours, les passions humaines sont souvent pathologisées. La peur, l'angoisse, la colère sont vues comme des troubles. Pourtant, il est important de donner une place à ces émotions intenses, sans les considérer comme négatives. Être vivant est angoissant, mais cela ne signifie pas que c'est un fardeau négatif. Notre découragement vient du fait que nous vivons avec des références qui ne sont pas en accord avec la réalité de notre existence. Nous nous décourageons car nous fixons des objectifs qui n'ont aucun lien avec la vérité de la vie. Voilà mon propos pour ce soir, la vraie raison de notre découragement. J'essaie de le découragement et la maladie du XXIe siècle sont souvent causées par notre refus d'accepter notre véritable nature d'être humain. Nous sommes souvent découragés parce que nous cherchons à atteindre des objectifs qui ne sont pas adaptés à notre condition humaine. Par exemple, il est impossible qu'une feuille de papier devienne un lavabo, de même qu'il est impossible pour un être humain d'échapper à l'angoisse, car l'angoisse fait partie intégrante de notre liberté d'agir et de penser. Nous devrions plutôt nous accepter et apprendre à vivre avec notre angoisse, car cela fait partie de notre réalité d'être humain. Il est également important de ne pas médicaliser toutes nos émotions, car des émotions comme la colère et l'agressivité sont nécessaires pour nous protéger et réagir aux situations de danger. En refusant d'accepter notre nature humaine, nous nous retrouvons découragés et impuissants. Il est temps de reconnaître et d'accepter qui nous sommes vraiment. La personne pense que le XXIe siècle est l'âge du découragement. Au XXe siècle, la névrose était la maladie majeure, mais aujourd'hui, on souffre davantage de nouvelles pathologies comme le stress, le burn-out et la charge mentale. On est découragé car on est constamment sommé d'être transparent, efficace et parfait. Cette instrumentalisation de soi-même pour être conforme empêche l'expression de sa singularité. De l'angoisse et empêche la liberté et le questionnement. L'angoisse peut être féconde mais le refus de celle-ci est destructeur. L'auteur explique sa propre expérience de l'angoisse et du découragement, affirmant que l'angoisse peut être bénéfique car elle l'oblige à dire quelque chose de vrai ici et maintenant. Il soutient que le découragement n'est pas seulement un problème psychologique, mais plutôt un problème plus fondamental et systémique. Il donne l'exemple des enseignants, des médecins et des agriculteurs qui craquent non pas à cause d'un manque d'amour pour leur métier, mais parce qu'ils ne peuvent plus exercer leur métier de manière humaine. Pour lui, le découragement vient d'une demande de transparence et d'efficacité qui ignore notre humanité et instrumentalise les individus. Il mentionne également l'impact négatif des réseaux sociaux et d'Internet sur notre attention. L'auteur conclut en affirmant que pour surmonter le découragement, il est crucial de rester ancré dans notre humanité et de respecter le fait que nous sommes des êtres vivants en perpétuelle recherche et interrogation. Aujourd'hui, notre capacité d'attention a considérablement diminué, et nous sommes manipulés pour nous voler notre temps de cerveau disponible. Cela participe à une déshumanisation de notre société. Internet et les réseaux sociaux nous promettent d'être divertis, mais en réalité, ils nous montrent des contenus qui suscitent de l'intérêt mais ne nous comblent pas totalement. Cela nous rend accros en nous privant de la satisfaction complète. Nous perdons donc notre attention, notre angoisse et notre liberté. Cette structure de découragement fondamentale est d'autant plus subtile avec le passage de Facebook à TikTok, par exemple, où l'angoisse doit être enlevée de manière plus subtile. Bientôt, avec les lunettes connectées, nous serons encore plus transparents et il y aura encore moins d'angoisse. Cette promesse de transparence est irrésistible, mais elle entraîne une déshumanisation profonde et un intense découragement.
Les nouvelles maladies comme le burn-out en sont la preuve, car elles montrent que quelque chose casse lorsque nous devenons trop transparents. Il est donc crucial d'étudier philosophiquement cette transparence totale qui conduit à la perte de notre propre existence. Dans cet extrait, Bernard propose une nouvelle perspective de vie basée sur la théorie du bourgeon. Il affirme que nous devons devenir les jardiniers de notre propre existence, en prenant soin de la vie et en refusant de nous laisser instrumentaliser et contrôler. Il souligne l'importance de ne pas se laisser faire et de changer de perspective radicalement. La comparaison constante avec les autres, notamment à travers les réseaux sociaux, est également mentionnée comme une source de découragement et de perte de vie. En cultivant notre propre singularité et en nourrissant notre propre vie, nous pouvons trouver un chemin et vivre pleinement. Dans cette séance, la personne parle de l'importance d'être vivant et présent, plutôt que de chercher à être calme et gérer son stress. Elle remet en question l'idée répandue selon laquelle la méditation consiste à être calme, alors qu'elle pense qu'il faut être vivant et angoissé. Elle souligne que beaucoup de philosophes ont également souligné le fait que notre monde nie la vie, ce qui entraîne des conséquences négatives. La personne aborde également le découragement comme une maladie du XXIe siècle. Elle attribue en partie à une contradiction entre les paroles et les actes, ainsi qu'à une dévitalisation du langage. Elle mentionne l'exemple du nazisme qui a utilisé un changement dans le sens des mots pour empêcher les gens de voir la réalité. La personne évoque le fait que la barbarie dans notre époque n'est pas la même que celle du nazisme, mais qu'elle se manifeste de différentes façons. Elle souligne que de nombreuses personnes ne réalisent pas que la barbarie peut prendre différentes formes. Et que cela rend difficile de la reconnaître. Elle évoque aussi l'utilisation du terme bienveillance qui est devenu courant dans les discours, notamment dans le management, mais qui peut être utilisé de manière hypocrite pour masquer des maltraitances. Elle critique également l'obsession pour la valeur de l'argent et d'écraser les autres, au lieu d'être honnête sur les véritables motivations. Cette hypocrisie contribue au découragement généralisé et à la perte de sens. Enfin, la personne se questionne sur l'effet de la libération de la pulsionalité et de la saturation dans notre société, à travers notamment l'illusion créée par les réseaux sociaux pour échapper à l'angoisse. Dans ce discours, il est évoqué la présence permanente de singularités tout en étant dans un discours qui parle de ces singularités. Il est souligné que le fait de libérer tous les verrous crée du plein partout, mais aussi davantage de possibilités de désir. Cependant, il est relevé que notre pulsionalité n'est pas vraiment libérée, mais plutôt instrumentalisée, ce qui contribue à notre enfermement. Il est mentionné que l'émotionnalité est vue comme faisant vérité, ce qui nous pousse à être dans la norme tout en étant constamment submergés par des émotions auxquelles on ne peut pas donner une forme. L'importance de donner forme à ce qui nous anime est soulignée, car c'est ainsi que l'on peut échapper au découragement et développer un certain rapport au monde. Il est également abordé le concept d'hypersensibilité, affirmant qu'il est possible de donner forme à celle-ci malgré les malentendus associés à cette notion. En réponse à une question sur la liberté, il est précisé que le problème soulevé n'est pas moral mais plutôt une description de ce qui empêche notre temps. Il est expliqué que l'on n'a pas le choix de vivre dans notre temps et que l'on doit donc faire avec la situation telle qu'elle est. Dans cette discussion, Alexandre et Anne s'interrogent sur différentes problématiques liées à la condition humaine au XIXe siècle et à notre époque. Alexandre évoque la notion de névrose, en se demandant ce que cela pourrait signifier au XIXe siècle. Il suppose qu'il existe quelque chose comme le spleen, une maladie spécifique de cette époque. Il remarque que chaque époque a ses propres entraves, mais que c'est en prenant conscience de ces enfermements que nous pouvons être libres. Cependant, il souligne que nous ne sommes jamais entièrement libres, même dans les professions qui nous passionnent, comme être médecin ou enseignant. Anne ajoute que de nos jours, de plus en plus de gens vivent en ville, coupés de la nature et déconnectés de ce qui nous rend humains. Elle mentionne également l'obsession de la sécurité et la perte de liberté liée à la facilité de consommer et de se faire livrer des produits à domicile. Elle déplore que cela nous prive de la possibilité de créer et de connaître l'échec, ainsi que de l'expérience de jouer et d'explorer la nature, ce qui a des conséquences sur le développement cognitif des enfants. Une question est posée sur le lien entre la standardisation extrême, évoquée par Alexandre, et la violence croissante dans la société. Alexandre admet ne pas être compétent pour répondre, mais il fait le lien entre la disparition du sens du travail et de l'effort dans notre société et la violence.
Il évoque également le livre de son ami Anne Niva, qui met en lumière la perte de sens et d'accomplissement dans les régions oubliées de la France. En conclusion, Alexandre souligne que comprendre nos enfermements et ne pas avoir peur d'affronter nos pulsions peut nous conduire à la liberté. Il affirme que le véritable problème psychologique réside dans le fait de croire que nous avons un problème, alors qu'en réalité, c'est le manque de conscience de nos propres enfermements qui nous fait souffrir. Dans ses propos, l'intervenant exprime sa frustration de ne pas pouvoir exprimer librement sa beauté, sa dignité et son intégrité. Il souligne qu'il est important de se poser des questions lorsque l'on ressent que quelque chose ne va pas, afin de préserver sa santé mentale et éviter l'épuisement. Il aborde également le vol de notre attention par les stimulations constantes de notre environnement, et suggère que cela peut conduire à un cercle vicieux de découragement. Il souligne l'importance de faire face à la lourdeur de l'existence pour être créatif, vivant et libre. Enfin, l'intervenant remercie l'auteur pour son livre et partage son intérêt pour le sujet des dépendances comme moyen d'échapper aux difficultés de la vie et la nécessité de se reconnecter à soi-même pour s'épanouir. Dans cette discussion, il est évoqué l'idée que le contrôle excessif ne permet pas de surmonter les problèmes et les dépendances. L'illusion de croire que nous pouvons tout contrôler mène à la culpabilisation et au découragement. La vraie libération vient du fait de renouer avec la vie, de reconnaître nos limites et de trouver des moyens différents de résoudre nos problèmes. L'exemple de l'alcoolisme est donné pour illustrer cette idée, montrant que l'arrêt de la consommation ne peut être obtenu par la volonté de contrôle. Il est souligné l'importance de comprendre que la vie ne se contrôle pas, mais se nourrit, s'écoute, se célèbre et se guérit. Cette prise de conscience est essentielle pour éviter de culpabiliser et de détruire les individus en les poussant à croire qu'ils ont échoué par manque de contrôle. La métaphore du bourgeon illustrait cette idée, en montrant que plus on cherche à le contrôler, moins il a de chances de fleurir et de grandir.